Et puis rapidement, je suis devenu entrepreneur dans le Silicon Valley, à San Francisco. J'ai lancé une première startup à San Francisco où j'étais une des cofondateurs et je me suis trouvé rapidement en tête d'une petite équipe de 4-5 personnes qui est devenue plutôt 10 personnes. Donc, j'étais manager d'une petite équipe de 10 personnes. Cette première startup, on a fait ça 3-4 ans. Au bout des 3-4 ans, on était plutôt 35 personnes et on était acquis par Google. Donc, ensuite, je suis devenu salarié chez Google. J'étais un product manager chez Google, d'abord avec une petite équipe et puis rapidement, j'étais le manager d'une équipe de 450 personnes. Et on a créé un produit qui s'appelle Google Hangouts. Et on crée aussi un produit Google Plus. Et puis j'ai quitté. On connaît bien en France Hangout, Rob. Merci de l'avoir créé. Oui. Oui, mais c'est pas aussi bien que Zoom qu'on utilise. J'ai lancé une deuxième startup en 2011 après que j'ai quitté Google qui s'appelle Good Eggs. Et d'abord, au début, c'était une équipe de 5 personnes, donc j'étais le manager d'une équipe de 5 personnes. C'était un supermarché en ligne où on peut commander nos courses et tout vient de producteurs et agriculteurs locaux. Donc, c'est circuit court pour livraison à domicile. On a lancé ça à San Francisco. On a grandi un petit peu. On est devenu une boîte de centaines de salariés. Donc, moi, j'étais le CEO. Et puis, j'ai recruté une CEO de me remplacer. Ça existe toujours maintenant. Ils sont plusieurs centaines de salariés, presque 1000. Et je me suis installé en France et maintenant je dirige Imagination Machine, un studio de start-up où on crée des start-up en parallèle. On a une équipe de 5 personnes pour l'équipe centrale d'Imagination Machine. Donc, moi, je suis le manager d'une équipe de 5 personnes. Et voilà, on a quelques start-up qu'on a créées ensemble, on a co-créé. On a maintenant 70 effectifs salariés dans le portefeuille Imagination Machine. Cool, merci beaucoup Rob pour cette présentation. Donc, comme vous l'aurez compris, Rob, il a vécu tous les temps des managers, soit des petites équipes, il a été manager intermédiaire, il a été dans le top management. Voilà. Après, on va échanger à la fois aujourd'hui sur sa vision de l'efficacité, mais on va aussi rentrer dans des choses très concrètes qu'il a vécues et qu'il a mis en place avec ses équipes pour que vous puissiez vous aussi vous l'approprier. Peut-être avant de commencer, Rob, donc 2 grandes parties. La première, quand on a préparé cette masterclass tous les deux, tu disais ce qui était important pour toi, c'est aussi que tu définisses pour toi, c'est quoi une équipe efficace et peut-être qu'on peut commencer par là parce que l'efficacité, ça veut tout et rien dire. Peut-être pour toi, c'est quoi une équipe efficace et après, on rentrera dans le comment on le met en place. Oui, super. Donc, peut-être rapidement, je peux parler de, juste dire l'histoire de mon première startup, ma première startup qui s'appelait Aardvark, parce que c'est là où j'ai appris comment être un manager et tout ce que j'ai fait ensuite, j'ai appris plein de choses, mais c'est la fondation de mon philosophie de management, ça vient de là. Et chez Aardvark, je pense que j'avais 23 ans quand on a lancé cette startup et je me suis associé, ma cofondateur était plutôt les gens dans leur trentaine, quarantaine. Moi, j'étais le petit jeune. Et on a fait 2 choses hyper intéressantes. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit levée de fonds. On avait des fonds pour nous payer des salaires pendant 12 mois, 1 an. Et on avait une idée pour une startup. Et on s'est dit, OK, si on crée cette idée, on lance cette idée, et c'est pas la bonne idée, c'est pas la bonne technologie, on a fait une erreur avec l'expérience utilisateur, et ça marche pas, au bout d'1 an, on est mort. On n'a plus d'argent. C'est trop risqué. Mais si, en revanche, on peut lancer cette idée, on peut créer tout ça dans 6 mois, si ça marche pas, c'est pas grave parce qu'on a un deuxième essai. On peut lancer quelque chose, on peut apprendre. Si ça marche pas, il faut comprendre pourquoi ça marche pas. Et puis, on a le temps pour faire quelque chose de différent. Mais en fait, si on lance notre idée dans 1 mois, dans 4 semaines, qui est peut-être pas possible, mais peut-être on peut trouver un moyen de le faire. C'est pas grave si on se trompe. On peut apprendre, on peut faire un deuxième essai, un troisième essai, un quatrième essai. On a 12 essais. Et ça, c'est intéressant parce que
Ça veut dire que si on utilise cette stratégie-là, le plus important pour nous comme équipe, c'est pas de trouver les meilleures idées, c'est pas d'avoir raison. La meilleure chose, c'est d'être hyper rapide et d'être hyper bon en apprentissage. Parce que si on est rapide en exécution et on apprend chaque fois, on va réussir à faire à un moment donné. Et c'est ce qu'on a fait. On a lancé quelque chose au tout début qui était complètement fake. On avait une idée pour une intelligence artificielle. C'était une app où il n'y avait aucune intelligence artificielle parce que tu peux pas créer ça dans 4 semaines. Mais on avait quelqu'un derrière l'écran qui répondait aux questions comme si c'était une intelligence artificielle. On a dit que c'était une intelligence artificielle. Et on a appris est-ce que ça plaît aux gens, pourquoi pas. Et on a fait ça plusieurs fois. Et je pense que c'était le 6e ou le 7e idée qu'on a lancé. Donc, c'était au bout de plusieurs mois qu'on a lancé quelque chose. On dit, OK, cette fois-ci, ça marche. Les clients sont hyper contents. Il y a une liste d'attente pour les gens qui vont entrer dans le truc. Et donc, ça va créer une dynamique et une dynamique de management d'efficacité. Comment on peut être hyper rapide avec l'exécution. C'est pas grave si on se trompe parce qu'on va apprendre. Et comment on peut être hyper, comment dire ça, rapide en fait. Parce que là, en fait, pour commencer, là, moi, ce que j'entends, c'est que pour toi, l'efficacité, c'est la rapidité d'exécution, quoi. C'est aller vite. C'est la rapidité, mais c'est aussi quelque chose, c'est d'être honnête et d'être conscient de ce qu'on apprend. Et ça, c'est une approche très humble. Et donc, j'ai appris que le bon management et le bon exécution, c'est quelque chose à l'écoute de nos partenaires, de nos consommateurs, et d'être humble et de mettre nos idées en musique rapidement, mais d'apprendre. C'est pas grave si on se trompe, on va se tromper plusieurs fois, la plupart du temps peut-être, mais c'est pas grave si on apprend et on est avec ce qu'on apprend. Donc ça, c'était la première leçon pour moi sur le management que j'ai appris chez Aardvark, qui m'a beaucoup marqué et qui est la fondation de mon philosophie de management aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'était, OK, ça commençait à fonctionner. On avait un produit qui plaisait aux gens. On a commencé à recruter sur notre équipe. Et moi, je me suis trouvé avec mon petite équipe de développeurs logiciels et designers, de 5-6 personnes. Et c'était des personnes beaucoup plus âgées que moi, beaucoup plus expérimentées que moi, qui avaient une compétence supérieure de moi. Et j'ai appris à être un manager dans cette dynamique où moi, j'étais le jeune. Même si j'étais le manager, c'est mon équipe qui m'a appris comment manager. Et j'avais une posture de soutien. Comment je peux vous aider à faire vos jobs? OK. Et ça, c'est une posture de soutien que j'ai gardée. Parce que c'est très bien fonctionné. Et même maintenant où je me trouve en dirigeant des équipes où moi je suis le plus expérimenté ou le plus âgé, je garde cette posture de soutien. Et c'est ça qui marche aussi. Donc, je vais expliquer un petit peu les outils que moi j'utilise, mais pour vous dire que c'est la fondation de tout ça, de toute la philosophie, c'est d'être humble, d'être dans une posture de soutien et d'être dans une posture de rapidité d'exécution. Parce que ces trois choses ensemble fait qu'on est hyper efficace. Ok, cool. Et déjà, salut aux personnes de Rosemood qui nous ont rejoints. Là, je vois qu'il y a du monde dans une salle. Salut tout le monde. Donc, tu nous disais, Rob, toi, même quand on parle d'efficacité, il y a cette philosophie que les managers doivent avoir, un peu de capitaine d'équipe. On pourra y revenir tout à l'heure. L'importance de la rapidité d'exécution. Est-ce qu'il y a en préambule, quoi, comme ça, quand on parle d'efficacité, toi, c'est quoi ce qui vient aussi et c'est quoi la définition pour toi, peut-être en termes de définition de la charge de travail, enfin, avant qu'on rentre dans le détail de comment tu fais? Oui. Exactement. Tout ça, c'était préambule. C'était plutôt les fondations philosophiques de ce que j'allais dire. Je vais dire. Et donc, c'est quoi les outils? En préparant pour cette masterclass,
je me suis rendu compte que l'efficacité pour moi, ça reste sur trois choses. Et l'objectif, c'est l'efficacité, comme tu as dit, l'objectif, c'est de sortir des choses pour nos clients, pour nos partenaires, les équipes internes, rapidement, d'apprendre rapidement, d'améliorer rapidement. C'est la rapidité et la qualité vient de cette posture d'apprentissage. Parce que si on est rapide et on apprend et on améliore, la qualité devient bon. Et donc, j'ai trouvé trois outils, je ne sais pas si c'est des outils, c'est le bon mot, pour moi, qui sont les clés de cette efficacité d'une équipe. La première chose, c'est de prendre des décisions rapidement. Ça serait peut-être évident ou peut-être intuitif, mais c'est quoi la vitesse? OK, c'est la vitesse d'exécution, c'est la vitesse de livraison de nos produits finaux, mais comment on le fait? Mais en fait, en tant que manager, en tant qu'équipe, on prend des décisions tout le temps. Des décisions sur, OK, mais l'exécution, c'est quoi? Le choix technique, c'est quoi? Les stratégies de marketing, c'est quoi? À un moment donné, il faut décider, il faut dire, OK, c'est ça qu'on fait. Et je vois dans beaucoup des équipes que les décisions traînent. On a une décision à prendre. On n'a pas encore pris de décision parce qu'on ne sont pas prêts à prendre une décision, il faut apprendre plus. Mais au final, ça prend des mois et des mois. Oh, c'est pas notre décision à prendre, il faut attendre que cette comité qui se réunit une fois par mois prenne cette décision. Et nous, il se réunit une fois par mois, puis il nous donne un conseil, c'est pas une décision, mais on peut décider qu'au prochain rendez-vous, réunion, parce qu'il faut cet autre morceau d'information. Et donc, il y a des décisions qui traînent pendant des semaines, des mois, et c'est ça qui empêche l'équipe à exécuter. Donc, je vais revenir à ça, comment on peut prendre des décisions rapidement. Donc, ça, c'est la première chose. Prise de décision rapide. Deuxième chose, les meilleures équipes que j'ai jamais vues, que j'ai travaillé avec ou que j'ai vues de proche et de loin, ils ont quelque chose en commun, qui est toute l'équipe fait une chose à la fois. Et en fait, ça c'est contre-intuitif. Parce que intuitivement, on dit, OK, il y a tellement de choses à faire. Pour être efficace, on va déléguer, on va paralléliser. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, et on va aboutir à toutes ces choses en même temps. Intuitivement, ça fait sens dans une mode de pensée un peu hiérarchique. Mais contre-intuitivement, ce que je vois dans la réalité, c'est que ce qui marche bien, c'est de faire choses, pas de faire rien en parallèle. De faire une chose à la fois. On a trois choses à faire. OK, comme équipe, tout le monde va travailler sur le premier. Et une fois que c'est fini, tout le monde travaille sur le deuxième. Et une fois que c'est fini, tout le monde travaille sur le troisième. Et ça, Rob, tu l'as remarqué, que ce soit dans les projets quand tu étais en train de faire de l'innovation dans les startups, ou même quand tu étais chez GoodX où vous étiez 200 ou 300, parce que nous, les managers Up Together, il y a des managers qui sont dans des startups, il y en a dans des grands groupes, dans des ETI, c'est le cas, ils peuvent dire à leur équipe, voilà, quoi, pendant un mois, on travaille que sur ça, ça fonctionne aussi. Toi, tu l'as expérimenté? Tout à fait. Imaginons, chez GoodEggs, on était dans le supermarché, donc on a packagé des nourritures, de produits supermarché dans une sac pour mettre dans un camion pour une livraison. Et donc, il y a une équipe de 5-6 personnes qui fait le pick and pack. Ça veut dire qu'ils mettent des nourritures et des produits dans le sac. C'est pas une équipe d'innovation. On a pris le choix chez GoodEggs qui en travaille en équipe. Donc, il y a une équipe de 5-6 personnes qui sont responsables pour une partie de tout ce travail. Et on se rend compte qu'il y a tellement de choses qui marchent pas bien. On n'a pas le bon packaging, le processus de prendre les frais et de surgeler sont pas efficaces. Bon, il y a une liste longue comme le bras des choses qui marchent pas, qui peuvent être optimisées. Et comme équipe, on va dire, OK, on a 90% de notre temps qui est juste de faire la commande. C'est pas un temps d'innovation. Mais on a 10% de notre temps pour amélioration continue. 10% du temps, on va prendre un projet à la fois pour toute l'équipe. Et donc, peut-être ce projet, c'est il faut une meilleure organisation dans les départements congelés.
dans les étagères, il y a ce produit-là, mais il faut réorganiser ça. Et donc, tout le monde travaille sur ça. Et une fois que c'est fait, on peut faire la deuxième chose sur le liste. Au lieu de dire, en fait, il y a 6 personnes, et donc, on va prendre 6 projets à la fois, et une personne fait chaque projet. Okay. Même si on me dit, mais comment 6 personnes vont travailler sur le même projet? Ça prend qu'une personne. Contre-intuitivement, quand on fait ça à 6, on fait ça hyper rapidement et efficacement, et on fait la deuxième chose. Et quand tu regardes le temps passé pour faire 6 choses, si on fait ça une par une, ou si on fait ça 6 en parallèle, si on fait ça une fois une, on fait les 6 dans une durée de temps plus courte. Ok, non, ouais, super clair, mais on est d'accord que après les gens, ils font leur job au quotidien, qui doivent faire leur mission classique, et c'est 10-15% du temps. Par contre, quand on cherche à améliorer quelque chose, c'est tout le monde dans l'équipe bosse sur le même sujet. Exactement. Et donc, il y a des équipes qui sont 100% innovation, R&D, et il y a des équipes qui sont presque 100% opérationnelles. Après, le défi, c'est pour les équipes opérationnelles, il faut quand même faire l'amélioration en continu, il faut quand même améliorer la façon dont on travaille. Ça, c'est aussi un processus d'innovation. Et donc, il faut garder un peu de temps, 10%, 20%, 30% pour ça. Et la plupart des équipes, je trouve, sont quelque part au milieu. Ça veut dire qu'on fait le marketing, il y a le newsletter hebdo à faire, ça c'est l'opérationnel. Bon, chaque personne dans l'équipe a une partie de leur travail qui sont juste l'opérationnel et une partie de leur travail qui sont plus stratégiques. En tant qu'équipe, on définit ça pour chaque personne et on dit, OK, ensemble, on a 7 temps-là par semaine, par mois pour amélioration continue, pour innovation, pour des projets stratégiques. Peut-être c'est 90%, peut-être c'est 20%, tout confondu. Et là, tous ensemble, on travaille sur une chose à la fois. Et donc, si on fait une chose à la fois, ça veut dire que le plus important, le cache le plus important, c'est la priorisation. C'est-à-dire, c'est quoi le plus important? C'est quoi l'ordre de cette liste de choses? J'allais venir, c'est comment toi, en tant que manager, tu choisissais, parce que ça doit être dur pour un manager. Là, nous, je vois les managers Up Together, ils ont entre 2, 3, ils ont jusqu'à 15, 20 personnes dans leur équipe. C'est à eux de décider, voilà, la priorité, c'est ça. Ou toi, tu penses qu'il faut décider collectivement? On a beaucoup de questions dans nos ateliers sur comment je consulte mes équipes. Toi, c'est quoi ton conseil, ce que tu as vécu et ce que tu dirais aux managers Up Together pour définir les priorités, pour être efficace, ce que tu as fait, ce que tu sens maintenant, ce qui est pertinent? Donc, méthodologie de priorisation, peut-être je reviens à ça, parce que ce que j'ai voulu vous dire en préparant pour ça, c'était les 3 choses pour moi qui rendent une équipe efficace et rapide et bon apprentissage. La première chose, c'était de prise de décision rapide. La deuxième chose, c'est la priorisation et de faire une chose à la fois, tous ensemble. Et la troisième chose, c'est esprit d'équipe. Et qu'est-ce que je veux dire par esprit d'équipe? Il faut qu'il y ait une identité dans l'équipe, qu'on s'identifie ensemble en tant qu'une équipe de haut niveau, de All-Stars. Et s'il y a cet esprit d'équipe, c'est comme une équipe de sport, en fait. Une équipe de sport, les meilleures équipes de sport, ils ont cet esprit d'équipe, ils travaillent tous ensemble. Et ils ont l'identification comme équipe que nous, on est la meilleure équipe. On gagne nos matchs, on a une confiance énorme, et c'est l'équipe qui est performante et pas les individus. Et ça, on peut avoir dans une équipe de travail aussi, dans le contexte plus corporate. Ça existe et ça marche très bien. Et on peut, donc, ces 3 choses, précision rapide, priorisation et esprit d'équipe, je pense que ça va ensemble pour créer une équipe hyper haute performance. Et donc, bon, on peut maintenant discuter, OK, avec ces 3 choses, comment spécifiquement on le fait? Et tu as demandé, OK, méthodologie de priorisation. Si on fait une chose à la fois, comment on fait ça dans une façon efficace? Comment on priorise? Et pour moi, c'est pour ça que j'ai voulu parler d'abord des esprits d'équipe. Parce que, et c'est là où j'utilise beaucoup, je sais que vous avez étudié avec Up Together les méthodologies agiles. Donc, méthodologie agile, c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé, que j'ai appris, que je trouve très bien et très efficace. Il y a une outil dans la méthodologie agile qui est les réunions de priorisation. On fait des sprints
On fait des durées de travail assez courtes, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et au début de cette durée de travail, cette sprint, on fait une réunion de priorisation où tous ensemble, l'équipe, on met une liste de ce qu'il faut faire en ordre. OK. Et si on fait ça bien, on peut ensuite dire, OK, et en plus c'est en ordre, et en plus on va faire une chose à la fois, tous ensemble, au lieu de se disperser. Et comment on fait cette réunion avec un esprit d'équipe? Et c'est là où le job de manager devient hyper important, parce que cette réunion de priorisation qu'on fait au début de chaque sprint agile, si le manager traite chaque personne dans son équipe comme une all-star, comme un athlète professionnel de haut niveau dans les meilleures équipes dans la ligue, et c'est une posture de respect et de soutien. Et pour ça, il faut bien préparer les réunions, parce qu'il ne faut pas gâcher du temps de notre équipe. C'est des athlètes professionnels de haut niveau, et donc on ne peut pas gâcher leur temps. Et donc le job de manager devient de bien préparer une réunion. Et moi, j'avais un petit règle quand j'avais une petite équipe. Si je passe 1 heure en réunion, il faut passer au moins 5 fois ça, 5 heures en préparation pour la réunion. C'est pareil, énorme. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Parce que là, Rob, juste, je me permets de te couper, donc tu dis 5 heures, mais tu as combien de personnes autour de la table? Parce que là, on a des questions là, qui arrivent de certains managers. Ils nous disent, moi j'ai entre 15 et 25 personnes. Ça veut dire que tu vois les 15 personnes en amont pour préparer la réunion, pour être très efficace. Comment tu fais, toi, concrètement? Ouais. Après, 15%, c'est probablement trop. Il y a la règle de Dupita. Je ne sais pas si vous avez parlé de ça chez Up Together. Une équipe, ça devient trop grande quand c'est trop de personnes, qu'on ne peut pas nourrir cette équipe avec Dupita. Mais bon, imaginons même si c'est 15. Pour bien préparer une réunion, et je parle spécifiquement de ces réunions de priorisation au début d'une sprint, parce qu'il faut bien choisir le projet, parce qu'on va travailler sur une chose à la fois. C'est très important. Il faut que quand on arrive à cette réunion, tout le monde dans l'équipe connaît déjà l'agenda, connaît déjà toutes les choses qu'on va considérer pour la présentation, parce qu'on a 20 choses qu'on peut faire, il faut choisir 5 et il faut mettre ces 5 en ordre. Et donc, il faut que d'abord, tout le monde connaît le vent, que toutes leurs idées sont dans le vent. Donc, ça veut dire que s'ils ont une idée pour quoi faire dans la présentation, il faut que toi, en tant que manager, tu connais déjà ça en amont. Donc, ça veut dire qu'une one-on-one, une face-à-face avec chaque personne en amont, avant la réunion, pour qu'ils sait déjà la liste des choses, ils ont déjà eu l'opportunité de contribuer leurs idées et qu'on commence à parler aussi des trade-offs. Je sais pas combien de trade-offs en français. Des décisions difficiles à prendre parce que si on fait ça, on fait pas ça. Et tout le monde a leur raison pour lesquelles ça, c'est le plus important. Et si on fait cette débattre dans les réunions avec tout le monde, c'est presque trop tard. Il faut que les idées sont sur la table avant. Et comme ça, on peut arriver à cette réunion de priorisation en disant, moi, en tant que manager, j'ai bien préparé. On a les 20 choses hyper bien définies et je connais déjà les priorités de tout le monde et les enjeux de tout le monde. Et donc, je peux synthétiser tout ça avant la réunion et dire, OK, en fait, c'est ça qu'il faut discuter. C'est ça les décisions à prendre ensemble, les raisons pour, les raisons contre, je connais déjà parce que j'ai déjà parlé avec tout le monde. Et maintenant, on peut utiliser notre 1 heure ou 2 heures hyper efficacement. Et on sort de cette réunion aussi où tout le monde a bien considéré les options, on a pris des décisions ensemble. Et tout le monde a une sens de ownership, comment dire ça en français, que c'est notre décision qu'on a prise ensemble. Ouais, c'est s'approprier le projet. Et comme ça, on est plus aligné. Et c'est respectueux. C'est respectueux du temps et des avis et des inputs de chaque collaborateur. Et c'est ce respect qui fait aussi l'esprit d'équipe. Cool. Donc super. Donc je résume. Donc ce que tu dis, toi, c'est pour prioriser déjà, c'est donc importance de prioriser. Après, il y a bien préparer en amont sa réunion avec chacun des collaborateurs, la réunion de priorisation,
pour qu'on aille vite sur les vrais gros sujets, et le manager finalement c'est juste un animateur, voilà, et qui va faire en sorte que tout le monde soit bien préparé et de recueillir tout ça. Et après, quand la priorité elle est pour la définir, donc toi c'est chacun vote. Je te demandais si chacun donne son avis. Toi, comment tu faisais pour décider de la priorité que ton équipe allait faire quand tu dis les sachets de surgelés quand tu étais chez Good Eggs, qui l'a décidé? C'est toi tout seul en écoutant tout le monde, ou c'est toute l'équipe qui a décidé? Souvent, ce qui se passe, si on prépare bien en amont, si l'information est pas nouveau pour les gens, donc ils ont du temps déjà avant la réunion de dormir et de digérer un petit peu les enjeux, ils sont plus prêts au moment de réunion de faire un compromis et de se comprendre, parce que c'est plus difficile à comprendre les autres quand les débats, ça se lieu au moment, en temps réel. Mais si on a le temps de digérer déjà les enjeux, les trade-offs, on arrive le lendemain plus près. Et donc, c'est rare qu'à la fin de cette conversation, il y ait un vrai débat. Pourquoi pas, si c'est le cas, pourquoi pas voter? OK. Oui. Ou pourquoi pas dire, en fait, en tant que manager, je vais prendre cette décision parce qu'il faut aussi justifier pourquoi. Voilà, cette direction de management, cet enjeu stratégique, et on fait ça ensemble. Après, si tout le monde avait la chance de verbaliser leur avis, si tout le monde pense qu'ils étaient bien écoutés, ça passe beaucoup mieux. Ok, cool. Quand on préparait cette masterclass, j'en profite, là j'ai une question. Il y a des gens qui me demandent si on pourra leur envoyer la vidéo. On a une autre personne qui a rejoint l'équipe qui s'appelle Eugénie et qui vous fera même une super infographie ou un compte rendu de tout ce que Rob vous raconte. Donc vous pouvez vous concentrer sur Rob et ce qu'il raconte. On vous enverra des prises de notes. Quand on préparait cette masterclass, Rob, tu me disais aussi, pour toi, l'importance pour être efficace, c'était d'être à l'écoute de son client, et que les décisions devaient être vraiment toujours à l'écoute de son client et mesurées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Et peut-être dans le cadre où on a pris des décisions rapides, une chose à la fois, priorisation et esprit d'équipe, il y a plein d'outils à utiliser pour faire toutes ces choses. Je vais parler de quelques-uns. Donc, comme tu as dit, d'écouter les clients. Pourquoi? Parce que ça nous aide à prioriser. Et ça nous aide à choisir le truc le plus important. On est souvent dans des métiers où il y a un client final, soit une autre entreprise, soit un consommateur, soit c'est un client final à l'interne, un partenaire. Si en tant que manager, on s'occupe de diffuser à notre équipe la parole de nos clients, mais les vraies paroles, les vrais mots, pour que tout le monde dans l'équipe puisse entendre les vrais mots, les vraies voix de nos clients. On fait ça en permanence, soit avec un rapport hebdomadaire de voilà tout ce qu'on a entendu de nos clients cette semaine, soit avec, quand moi j'étais une manager d'une équipe de développeurs, on a fait aussi des user tests avec une équipe qui fait ça. Mais chaque fois, il y avait au moins une ingénieur ou peut-être plusieurs qui assistaient à cette rendez-vous pour attendre le client final. C'est très important que tout le monde a ça en tête parce que quand on arrive au moment de priorisation, comme on le fait, il faut qu'on ait les voix de nos clients en tête. Donc ça, c'est très important. Et ça, c'est pour moi, c'est une job, c'est une responsabilité du manager de s'assurer, d'assurer que l'équipe a les mots et les paroles et les voix de nos clients dans leur tête en permanence avec des outils différents. Et alors, ouais, Rob, et comment on fait parce que pour justement écouter en permanence ses clients. Alors, ça peut être des clients en interne aussi ou en externe, mais à un moment, il y a toujours ce problème de sursolliciter le client. On lui demande toujours son avis et en fait, il est juste client, quoi. Il veut juste que ça roule. Comment toi tu gères ça et comment t'écoutes un client? C'est tu l'appelles, tu lui envoies un questionnaire, Ouais. tu vas le voir en vrai. C'est quoi tes recommandations pour bien écouter ses clients? Et il y a plein d'outils, il y a des sondages, il y a des interviews, des entretiens, il y a
tous les réseaux sociaux, de récolter tous les feedbacks qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a un petit appel. Et peu importe. Et si on diversifie nos méthodologies aussi, c'est comme tu as dit, tu as l'impression de moins solliciter les clients. Ok. Mais si on utilise les méthodes simples, assez simples en fait, juste de récolter les mots et les paroles des gens et de diffuser ça à l'interne régulièrement, ça fait qu'on a un processus de priorisation qui est vraiment basé sur les vrais besoins de nos clients, qui est user-driven, comme on dit en anglais. L'autre chose qu'on dit en anglais, c'est data-driven, qu'on utilise les données pour informer, pour faciliter nos prises de décision. Et pour moi, ça, c'est complètement parallèle de nos utilisateurs. Ça veut dire que c'est le job de manager de s'assurer que l'équipe a en tête toutes les bonnes données, que l'équipe a en tête toutes les bonnes analyses, parce que c'est exactement pour la même raison qu'on arrive à ce moment de priorisation, qui est le moment clé pour moi de la vie d'une équipe. On priorise les choses, on fait une chose à la fois, tous ensemble comme équipe, au moins pour la partie stratégique et innovation. Il faut prendre les bonnes décisions sur priorisation. Comment d'avoir les voix des utilisateurs en tête et aussi d'avoir les données en tête. Et comment on fait que les données est en tête? C'est le manager qui diffuse ces informations régulièrement. Ça peut être des dashboards qu'on utilise à l'interne, ça peut être une analyse statistique qu'on fait faire. Et ça, il y a un enjeu plus stratégique pour la boîte et c'est pas chaque manager qui a le monde dedans pour rendre les données accessibles à tous les managers. Donc ça, c'est obligatoire. C'est un prérequis. Ouais, et sur ces datas pour aller justement les récolter, Rob, parce qu'il y a certaines, on a pas mal de questions là dans le chat, parce que c'est des gens qui managent des projets en interne, donc leurs clients, en fait, je pense aux gens là, je vois les différents messages qui sont plutôt dans des services administratifs, ce genre de choses. Ça fonctionne aussi, je veux dire, on est légitime. Toi, tu as déjà fait ça en interne. Tu vas régulièrement poser des questions à tes clients pour guider ta réflexion. Ça fonctionne? Tout à fait. Tout à fait. Si c'est interne, il y a aussi bien les voix de nos clients, qui sont nos autres collaborateurs, et aussi bien les données. Et les données, ça peut être... bon, je viens de faire un petit étude sur les données dans le monde des RH. Je ne sais pas si on a des managers dans les RH dans le groupe, mais il y a plein de données dans le monde des RH qui n'est pas les données pour la boîte finale, mais c'est le combien du temps qu'on poste une annonce job avant que cette annonce soit remplie, donc que quelqu'un soit embauché. Combien de temps entre que quelqu'un postule et une réponse. Il y a un million de choses qu'on peut mesurer pour un fonctionnement à l'interne, qu'on peut utiliser pour mesurer nos succès, pour voir où on a point de points forts, points de faiblesse, où sont nos opportunités. C'est une vraie métier déjà, donc il y a des gens qui font que ça. C'est bien d'avoir quelqu'un comme ça dans notre équipe. Et si on a un manager, on a la possibilité d'embaucher quelqu'un comme ça pour nourrir l'équipe avec les insights, avec les idées qui viennent des données. Super, tant mieux. Parce que c'est pas forcément toute l'équipe qui doit aller au contact du client. On est d'accord que ça peut être une ou deux personnes qui sont responsables d'aller collecter toutes ces infos et après de les retransmettre. C'est ça ce que tu dis, hein? Tout à fait. Et souvent, c'est la responsabilité du manager. Ou parfois, on peut recruter quelqu'un sur notre équipe qui fait que ça. Mais si, en tant que manager, on fait la récolte des voix des utilisateurs, de récolter l'analyse de données, de diffuser tout ça à notre équipe, de bien préparer les réunions de priorisation en travaillant avec chaque personne, en bien préparant ça. Pour moi, c'est le job du manager d'une équipe qui est hyper efficace. Okay, parce cool. qu'on laisse les gens dans notre équipe faire leur travail. Ok, cool. Et pour répondre à ma question de la peur de certaines entreprises de sursolliciter leurs clients pour leur poser trop de questions, toi, tu as des conseils à nous donner sur ça?
je pense que quand j'ai vu ça, les inquiétudes est souvent plus fort que la réalité. Ça veut dire que on a peur d'envoyer un autre email, une autre newsletter, mais en fait, si les gens n'ont pas le temps, ils ne regardent pas. Mais c'est pas grave. Bien sûr, c'est possible de faire solliciter les gens, mais c'est beaucoup plus souvent le cas qu'on n'intègre pas suffisamment le voix de nos clients dans nos processus. Donc, si l'erreur est quelque part, c'est plus souvent là. Et ça mérite une sorte de reward, entre guillemets. Toi, tu leur offrais des choses à tes clients quand tu leur prenais du temps ou pour les consulter quand tu étais manager? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Soit c'est une carte cadeau facile, soit c'est quelque chose de différent. Mais oui, il faut rémunérer un petit peu entre guillemets les gens pour leur temps, et ça valorise aussi leur input, et ça fait qu'ils prennent plus de temps et ils font plus ils pensent plus profondément sur leurs réponses. Et je vais vous parler d'un autre outil dans cette stratégie globale d'une équipe hyper efficace, high performance, haute performance, qui priorise, qui fait une chose à la fois. Et ça, c'est le fait qu'à la fin de nos sprints, et je parle toujours dans le cadre d'une méthodologie agile, à la fin de nos sprints, on a bien priorisé, on a fait une chose à la fois, et on arrive à la fin de cette semaine, 2 semaines, 3 semaines, et on a abouti avec quelque chose, soit juste la première chose, soit 2, 3 choses. À ce moment-là, c'est le job de manager aussi de célébrer ses réussites et de féliciter l'équipe. Parce que c'est ça aussi qui fait l'esprit d'équipe, qui fait qu'on a une identité comme équipe, en tant que comme l'équipe All-Stars, l'équipe hyper efficace dans l'entreprise. Nous, en France, on dit pas les All-Stars, on dit France 98, nous, et on dit plus. OK. Voilà. Donc, c'est vraiment donc les meilleurs qui sont sur le terrain. Voilà. Voilà. Et si à la fin de chaque sprint, et ce ne sera pas chaque fois, bien sûr, parce que parfois, on n'a pas un super sprint et on n'a pas hyper efficace. Mais chaque fois qu'on est efficace, il faut bien dire les choses. Il faut que le manager aussi dise à tout le reste du boîte, mon équipe, on a fait ça, ce sprint, et on a bien abouti. Parce que ça fait que la prochaine fois, quand on fait nos réunions de priorisation, et on prend des priorités, les gens ont plus de confiance que les choses qu'ils ont choisi d'être première, deuxième, troisième sur la liste, on va aboutir, on va le bien faire. Et même si on fait une décision où mon priorité n'est pas là, c'est pas grave parce que j'ai confiance dans l'équipe. Et j'ai confiance en nous, et pas dans ma propre vie. Et cette transition entre confiance en moi et confiance dans l'équipe, c'est ça qui fait que les choses commencent à vraiment bien rouler. Et comment tu fais donc tu as ta super équipe que tu as boosté à bloc. J'aime bien cette image là vraiment du coach sportif, quoi. Mais de temps en temps, on hérite des équipes, on choisit pas les gens qu'on a dans notre équipe. Et puis tu as des gens, ils ont pas forcément envie de faire le mondial ou les Jeux Olympiques, ils sont très bien en deuxième division entre guillemets. Et comment tu traites avec ces personnes-là, toi, qui sont entre guillemets plutôt tranquilles et qui cherchent pas à être super efficaces, mais qui veulent juste faire leur job? Oui. Alors, il y a deux choses. Il y a des gens qui sont pas à l'auteur d'être dans le France 98. Et il y a des choses qui n'ont pas envie. Ça, c'est deux choses différentes. Parce que souvent, il y a des gens qui ont envie d'être dans la meilleure équipe et qui peuvent être efficaces, mais ils n'ont pas forcément la compétence, ils ne sont pas à l'auteur. Donc, ça, c'est un cas. Et il y a un autre cas, des gens qui n'ont juste pas envie d'être sur cette équipe. Alors, si nous, en tant que manager, on a envie d'avoir une équipe haute performance, efficace, France 98, j'ai appris ça, donc j'utilise souvent maintenant. Si on a cette envie en tant que manager, il faut que tout le monde dans notre équipe a la même envie. Mais s'ils n'ont pas la même envie, même s'ils n'ont pas la l'auteur, mais s'ils n'ont pas l'envie, ça va mal fonctionner. Et donc, soit on essaie de transitionner ces personnes à notre équipe qui a un autre esprit, soit on trouve une autre solution, mais c'est difficile à faire.
Et en fait, c'est pire que ça parce que si on a une équipe de 7, 8, 15%, peu importe, et il y a une personne qui n'a pas cette envie, qui est dans un autre rythme, ça peut pourrir le truc entièrement. Ah ouais, carrément. Ça peut gâcher l'esprit. Ouais. Ouais, parce que ça marche, on crée une réalité, un état d'esprit collectif. Mais si tout le monde n'est pas dans le même optique, état d'esprit, ça casse. Et encore une fois, c'est pas grave si quelqu'un il a envie, ils sont pas à l'auteur, ils n'ont pas de compétences, peut-être, mais c'est pas grave parce que si ils ont dans le même esprit, le même état d'esprit, les mêmes envies, ça peut bien fonctionner. Et avec ces gens-là qui ont envie mais n'ont pas de compétences, là le job des managers c'est vraiment d'aider ces gens à monter en compétence. Soit c'est une coaching direct, soit OK, comment moi en tant que manager je peux aider à te trouver pour toi les bonnes formations, les bons outils. Parce que tu as envie, on est dans le même esprit. Et moi, en tant que manager, si je suis dans une équipe de soutien pour toi, mon temps de soutien, c'est quoi? C'est formation. Ouais, donc toi, ton conseil, c'est vraiment à nos managers up together, encore une fois, qui sont pas dans des comités de direction, ce genre de choses, c'est s'il y a un ou deux éléments qui sont pas motivés ou pas efficaces, faites attention, ça peut tout mettre en péril, c'est ce que tu dis, et qu'il faut soit faire monter en compétences à travers de la formation, du coaching, pour bien comprendre, soit trouver une solution, soit le faire bouger dans une autre équipe en interne qui lui correspond mieux, ou ce que tu disais à demi-mot, ce que j'ai compris, c'est s'en séparer, c'est ça ce que tu dis. Le partie la plus difficile, c'est que s'il y a quelqu'un sur l'équipe qui n'a pas envie d'être dans une bonne dynamique, qui n'a pas envie d'être dans une équipe efficace, qui n'a pas envie d'être ambitieux avec leur travail, de grandir dans leur travail. Et s'il n'y a pas cette match en état d'esprit, c'est très difficile à résoudre. Ça arrive, hein? Mais Ok, non mais c'est bien d'en avoir conscience parce que alors c'est marrant, mais ça c'est aussi, je pense que c'est je sais pas si c'est culturel, mais nous c'est vrai que en France en tout cas c'est hyper compliqué de se séparer d'un collaborateur, quoi. Quelqu'un qui est bien mais qui est pas super bon ou qui a pas super envie, c'est très très compliqué, quoi, pour nous. Donc c'est vrai que c'est intéressant toi d'avoir ta vision, te dire si on veut de l'efficacité vraiment, faut être conscient qu'il faut que tout le monde soit efficace et que un ou deux éléments, ça peut être problématique, quoi. Donc ça, c'est ta parole de mentor et t'es libre de la partager. Ok, super intéressant. Tu parlais de l'importance de la célébration. C'est quoi pour toi célébrer l'atteinte d'un objectif pour, entre guillemets, redonner du fuel à son équipe? C'est payer un super séminaire où tu pars au ski, c'est que chacun ait une carte cadeau, c'est juste serrer la main de tout le monde, c'est quoi célébrer pour toi une victoire? le plus important pour moi, c'est la recognition. C'est le fait de dire, moi en tant que manager, peut-être je sais pas en bon français, recognition, la reconnaissance. La reconnaissance. Ouais. Parfois, j'ai dit un mot en anglais avec un accent français et j'espère que ça passe. Mais t'inquiète, c'est charmant. On aime beaucoup. La reconnaissance, c'est que si, en tant que manager d'une équipe, j'ai dit, je suis hyper content qu'on a fait ça, wow. Déjà, c'est 70% du célébration. Si en plus, on dit au big boss, au patron, au M+1, regarde ce qu'on a fait cette équipe et que l'équipe soit au courant qu'ils sont célébrés à l'interne comme ça, célébrés entre guillemets, mais reconnaissez à l'interne, ça aussi, ça fait beaucoup. Et puis en plus, de temps en temps, oui, pourquoi pas, on va faire un petit dîner, on va prendre une pause après le boulot pour se féliciter. Pourquoi pas, même si ça pour moi, c'est pas le truc le plus important d'une célébration, c'est plus l'idée d'être célébré dans la parole. Ouais, donc pour toi, c'est marrant parce que je voulais voir ce que tu allais dire. Ça passe pas, t'as jamais cité l'argent, la reconnaissance financière, pour motiver, pour rendre son équipe efficace. Toi, c'est pas un levier que tu as activé, non?
Non, bah, écoute, je sais que il y a beaucoup d'équipes commerciales qui fonctionnent beaucoup comme ça. Mais même ça, l'argent, c'est important, mais c'est une symbole, c'est l'objectif, oui, mais c'est ce que ça représente. Ça représente la réussite dans ce monde-là, dans ce cadre-là. Et donc, c'est plutôt la reconnaissance de réussite, je pense, qui est important. Et il y a plein d'études qui montrent que l'argent n'est pas le plus motivant pour les gens, pour les entités à travailler un petit peu plus intelligemment, avec plus d'énergie, pas forcément plus dehors, mais juste avec plus d'esprit. Ok, super cool, bah c'est très clair, j'ai ma réponse. Il nous reste 20 minutes, donc je vous rappelle, mettez dans le chat, il y a beaucoup de chats en privé, mais vous pouvez mettre en public, il y a aussi vos questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Donc mettez vos questions, on va faire une sorte de foire aux questions pendant les 10-15 dernières minutes. Moi, Rob, j'avais une dernière chose, quand tu dis que l'efficacité, ça passe par ce côté leader d'équipe avec ce symbole de l'équipe de sport. Après, quand tu es manager d'une équipe de sport, il faut dire aussi à son équipe si on joue pour le mondial 98, la coupe départementale ou bien juste un petit ou la coupe de France, tu vois. Enfin, je pense que comment aussi tu donnes cette vision à ton équipe pour les motiver de où on va. Est-ce que c'est voilà, est-ce que tu as des conseils à nous donner sur ça? Voilà. Oui, au niveau des visions et objectifs, ça c'est intéressant, important. Je pense à ça dans deux façons différentes. La première façon, c'est vision long terme. Pourquoi on est là? Pourquoi on fait ce travail? Et les meilleures boîtes, c'est hyper clair pour tout le monde. Dans la meilleure boîte, il y a une mission qui est explicite, il y a une raison d'être qui est explicite, qui est définie au plus haut niveau, et on est dans ce même bateau parce que on va là. Pas dans un an, pas dans 3 ans, mais dans 10 ans, on va là. C'est pour l'impact qu'on va avoir. Après, si tu es un manager dans une boîte et tu n'es pas le patron, et la boîte n'a pas ça, c'est pas nous en tant que manager qui peut le créer, malheureusement. On peut demander au top management, au patron, en fait, j'ai besoin de ça pour moi et pour mon équipe. On n'a pas en tant qu'entreprise, est-ce qu'on peut le définir? Super. Mais c'est pas nous directement qui peut le faire. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, Attends, juste une seconde sur la vision de l'entreprise et sur la mission, parce que c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on parle de, toi, tu as travaillé chez Google, chez Goodex, donc c'était des produits bio, tu vois, enfin, on va dire que c'est des choses hyper inspirantes, tu vois, mais nous, chez Up Together, il y a des managers, ils gèrent des sites industriels, tu vois, c'est aussi compliqué de motiver son équipe et de la rendre efficace, sachant qu'il y a, tous les business sont bien, tu vois. Mais quand tu vends des tuyaux pour pour le BTP, comment tu fais pour dire voilà les gars, dans 5 ans on est là, c'est ça la mission de l'entreprise. Comment tu ferais toi pour soit pour aller demander au N+2 c'est quoi la vision, la mission, enfin c'est quoi ton avis sur ça quand on est des business qui sont pas à la mode entre guillemets, j'ai envie de dire. Il y a plein de boîtes dans le BTP, dans les industries pas du tout sexy ou impact, qui a des missions super. C'est pas une question de l'industrie. On peut rendre la vie des gens meilleure dans plein de façons différentes. Et le défi, c'est plutôt de le mettre explicite. Et même les boîtes le moins sexy du monde peut créer une mission hyper claire et inspirante. Je suis convaincu. Et si on travaille pour une boîte qui n'a pas ça, c'est pas parce que c'est la mauvaise industrie, c'est parce que le leadership, le management, le patron n'a pas fait le travail de le créer, malheureusement. Et on peut lui demander de le faire. Et ça, les managers intermédiaires qui sont pas dans les comités de direction, pour toi, qui a été et manager intermédiaire et patron, ils sont légitimes parce que c'est pas facile de dire à son N+1 ou à voir son patron, bon, ce serait bien que vous définissiez la mission stratégique. En gros, tu leur demandes de faire leur job, quoi. Et c'est pas évident, ça, je trouve. Tu l'as vécu ou? Après, dans plein de boîtes, il y a le patron et il y a personne dans la boîte qui ose dire des choses. Et donc, ils n'entendent jamais. Et souvent, il y a beaucoup de valeurs pour le patron d'entendre quelque chose
un peu, pas conflictuel, mais un peu critique des gens à l'interne. Dans une façon constructive, bien sûr. C'est pas, c'est vrai que c'est nul parce qu'on n'a pas une mission. C'est, moi, je serais plus efficace, et mon équipe aussi, si on avait une mission claire et on pense que c'est possible. Clair et inspirant. Ça, c'est hyper constructif comme feedback. Et peut-être c'est le cas que le patron n'entend pas. Ok, top, super intéressant. Et excuse-moi, donc je t'ai coupé précédemment et tu voulais finir sur cette histoire de… Mais c'est quoi les objectifs et c'est quoi le cadre de cette question? Donc, OK, on a la vision globale long terme. Et puis, il y a des objectifs trimestriels. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de boîtes font ces jours-ci. Il y a une technique qui s'appelle des OKR. Je ne sais pas si vous avez parlé de ça au sein de Up Together, que moi, Non, pas encore. je pense que c'est une technique super. Mais en gros, c'est de mettre des objectifs trimestriels. Ok. On peut faire ça aussi annuel, mais c'était toujours plus utile pour moi dans une façon trimestrielle. Parce que comme ça, comme équipe, on peut dire, OK, on a l'objectif trimestriel. Après, nos sprints sont plus courts, c'est 1 semaine, 10 semaines, 3 semaines. On va prioriser pour nos sprints. Et on sait où on va, on sait le cadre, on sait l'enjeu, c'est les objectifs trimestriels. Ok, cool. Super intéressant. On a fait le tour. Là, je vois qu'il y a pas mal de questions et j'en avais reçu quelques-unes en amont de la masterclass. Donc, je te propose, Rob, que pour finir, on les prenne. Donc, c'est des questions sur un peu ce qu'on a dit. Il y avait une première question sur les limites entre le bien-être et l'efficacité. C'est-à-dire que, et je pense que c'est ce qu'on a dit sur ces personnes qui collaient pas forcément dans l'équipe. Pour toi, est-ce que c'est compatible? Enfin, j'espère que ça l'est, mais est-ce que tu peux nous en dire plus parce que sur efficacité et bien-être de mon équipe? Oui, en fait, ça doit être compatible parce que et même quand tu regardes les meilleures équipes dans le monde du sport, les meilleures équipes dans le monde du sport, c'est des gens qui sont en super forme. C'est des gens, et peut-être ils n'ont pas le meilleur équilibre perso-pro, et ça c'est plus important dans le monde business, mais d'être une équipe efficace et haute performante, c'est pas limité dans le temps. C'est pas pour un objectif fixe où on dit, OK, jusqu'au Noël, on va à fond pour cet objectif. Et on va pas avoir un bon équilibre, mais c'est pas grave. Pour moi, je pars pas du tout de ça. Je pars d'une équipe efficace qui est efficace en permanence. C'est la meilleure équipe, haute performance, et c'est l'identité de l'équipe. Et on va rester comme ça pour des années. Et d'être là, il faut bien que tout le monde soit bien en lui. Au niveau santé physique, au niveau équilibre, famille, travail. Parce que s'il n'y a pas un équilibre, aussi, c'est quelqu'un n'est pas en bonne santé, on peut pas être dans la meilleure performance. Donc, moi, c'est pas que c'est compatible, mais c'est obligatoire. Okay, et en tant que manager, c'est aussi mon job d'assurer que tout le monde dans mon équipe est bien. Alors justement, une autre question qui est tombée sur les aspects perso. Comment tu fais quand un collaborateur a des problèmes perso et que justement, enfin, tu sens qu'il est en train de tomber en efficacité, il est moins efficace, on va dire, et tu sens que c'est parce que perso, c'est pas le top. Ouais. Oui, ça arrive bien sûr, et c'est là où si on a ce bon esprit d'équipe, ça se gère parce que dans un esprit d'équipe qui fonctionne bien, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Il y avait quelqu'un dans mon équipe qui avait un problème perso, ils n'étaient pas hyper efficaces au boulot, ces personnes-là, et on en a parlé, mais on avait déjà l'identité d'une équipe haute performance, et donc on a dit explicitement, écoute, c'est pas grave au niveau boulot, t'occupe-toi de toi, de tes enjeux perso, et moi, en tant que ton collègue, je vais prendre le relais, en sachant que ça peut arriver à quelqu'un d'autre dans 6 mois, dans 9 mois, et c'est toi qui vas prendre le relais. Et donc ça, en fait, ça a très bien fonctionné, et mon collaborateur, quelqu'un dans mon équipe, a été bien reconnaissant, parce que, j'ai dit, ils avaient la liberté de t'occuper des problèmes
perso, avec un bon feeling, avec un bon ressentiment, parce que je sais que ce sera mal la prochaine fois, parce qu'on est une équipe, et c'est un moment, en fait, de renforcer cet esprit d'équipe. Et tu l'avais partagé avec les autres membres de ton équipe, ça? Que la personne, elle allait être un peu moins efficace et que le collectif allait devoir travailler un petit peu plus? Exactement, c'était hyper transparent. Sans rentrer dans le détail de qu'est-ce qui se passe dans les persos. C'est juste de dire, tout le monde comprend. Ok, super clair. Je me permets d'enchaîner Rob, parce qu'il y a pas mal de questions. Comment faire quand on a une personne qui est super motivée, mais qui manque d'efficacité? Ouais. Ça, c'est un problème, mais c'est pas le pire problème. Parce qu'on peut être aussi, en tant que manager, honnête avec ces personnes, être transparent en disant, super, la motivation, voilà la raison pour laquelle je ne vois pas exactement l'efficacité. Comment on peut faire en sorte de monter une efficacité? Ensemble. C'est pas un critique, c'est moi en tant qu'équipe soutien pour toi. Comment je peux t'aider à être plus efficace? Et l'efficacité, on va mesurer comme ça. Il faut aussi être explicite comme ça. Donc, soit c'est une formation qu'il faut, soit c'est un encadrement plus strict. Et ça, c'est pas grave de dire il y a un collaborateur qui a besoin d'un point quotidien le matin pour faire le priorité de la journée. C'est pas moi comme micromanager qui fait ça, c'est lui qui me demande parce qu'on a tous envie d'être hyper efficace comme équipe. Et donc, si c'est dans le bon cadre, je pense que ça peut fonctionner comme ça. Ok, cool, merci beaucoup. Une autre question plus sur la temporalité globale de l'équipe en fonction des pics d'activité. Voilà, il y a différentes boîtes en fonction de leur business qui ont différents pics d'activité. Et c'est justement comment rester efficace dans un moment de rush. Et typiquement, là, c'est sur des exemples de vente de Noël. Ouais. Oui, et là, c'est là où ça devient hyper utile d'être explicite en équipe de voilà notre temps opérationnel et voilà notre temps stratégique. Et on essaie de garder le temps stratégique pour faire de l'amélioration en continu. Et de temps en temps, on fait 100% opérationnel. Mais si c'est explicite, on s'en veut pas, c'est pas grave dans l'esprit parce qu'on sait que c'est un temps où il faut être 100% opérationnel et on laisse les choses stratégiques à côté. Mais on sait bien tous ensemble qu'on va le reprendre à un autre moment. Ouais, donc c'est une sorte de priorisation. Il faut pas non plus être dogmatique. De temps en temps, il faut se dire il y a que de l'opérationnel parce que c'est notre activité et il faut juste se le dire et l'assumer et pas le prendre comme un échec, quoi. Tout à fait. Et si on fait une priorisation hebdo et ça marche bien, à la début de cette semaine, de cette sprint, on peut prendre 0 projet. On peut dire en fait, on fait rien parce que il faut être 100% dans l'innovation. On ne va pas prendre des choses stratégiques, on ne va pas changer de choses. Ça, c'est pas grave. C'est bien d'être explicite. Cool. Ça aide. On a une question aussi autour de la cohésion. Sur en dehors du boulot, toi, tu disais que c'était important de célébrer tout ça. Toi, c'est quoi? Est-ce que tu conseilles en dehors du travail d'aller célébrer les choses avec les collègues dans pas mal d'ateliers Up Together? D'ailleurs, on en a un bientôt qui est dédié. Il y a ça qui est ce qu'on appelle un intergroupe avec des managers de différents groupes. Bref, et c'est comment ne pas dépasser les frontières entre le manager et le manager ami, notamment dans ces temps un peu festifs ou récréatifs. Donc toi, tu as l'habitude de faire ça pour célébrer les choses ou tu penses que c'est bien? Oui. Après, encore une fois, pour moi, ça reste pas sur le temps social, ça reste sur la parole, même plus important au sein du travail, au sein de nos bureaux, les célébrations. Après, si on va, en tant que manager, si on va assurer que tout le monde dans l'équipe, on va les traiter avec le respect et on va assurer qu'ils sont bien et efficaces et en mode soutien, il faut qu'il y ait une connexion humaine aussi. C'est pas forcément d'être les meilleurs amis, mais c'est une connexion humaine. Et donc, ça se fait souvent hors de boulot, une connexion humaine. Moi, j'aime bien personnellement avec tous mes collègues et les gens qui travaillent sur mes équipes,
d'inviter à la maison avec ma famille, avec leur famille. C'est pas des drinks after work, c'est pas l'apéro. Des bars ensemble de pot. C'est pas ça, ouais. Mais c'est vraiment avec nos familles parce que c'est ça fait pour moi qui fait la connexion humaine. Je sais pas si ça répond exactement à la question, mais Si, quoi. Mais toi, tu dis que carrément, tu le fais rentrer dans ta sphère privée, dans ta famille, quoi. Après, je pense que c'est possible quand tu as des équipes qui sont pas trop grosses non plus. Parce que là, encore une fois, quand tu as 15-20 personnes, à moins d'avoir une grande maison, c'est compliqué. On va prendre encore... Quand on a fait, juste une petite anecdote, pour ma deuxième startup, qui s'appelle Good Eggs, le supermarché online, toutes les 2 semaines, on a fait un dîner avec toutes nos familles. Et au bout de 20-25 personnes, on a arrêté parce que c'était trop. Mais même à 15-20%, ça a bien fonctionné. Tout le monde n'était pas là chaque fois. C'était ouvert. Et vu que c'était régulier, c'était pas grave si tu n'étais pas là une fois. Et c'est pas grave si tu viens tout seul. Mais l'idée, c'est qu'on fait cette connexion ensemble. Et c'est très bien fonctionné. Ouais, bon là, ça devient une famille, quoi, carrément, parce que toutes les 2 semaines, c'est beaucoup quand même. Ouais. Oui, mais bon, peut-être tu viens une fois par mois, oui. Oui, après, ça dépend quand tu es dans une dynamique, je pense, de start-up aussi. C'est différent, bien sûr. La fréquence n'est pas la même. Après, on avait, donc ouais, pour finir, on va encore se prendre une ou deux questions. C'était l'efficacité et la cohésion quand tu as des équipes à distance. Il y a de plus en plus de personnes qui doivent gérer des équipes dans différents sites. Et ça, comment tu le gères, ça? C'est hyper chronophage. Parce que si tu fais tout ça et tu traites les gens avec le respect, ça veut dire de les voir souvent. Donc, c'est pas mal de voyages. Même si on dit oui, une équipe en remote, ça marche. Oui, mais en tant que manager, quand même, je trouve que c'est important de les voir les gens régulièrement. Donc, pour être manager efficace, il faut quand même faire des voyages. Quand j'étais manager chez Google, j'avais une partie de mon équipe qui était à Seattle. Et j'étais pas un bon manager parce que je savais pas comment manager une équipe à distance. Et c'est qu'une fois que j'ai commencé à faire le voyage régulièrement et passer du temps avec l'équipe que ça commençait à fonctionner. Parce que sinon c'était de faire tout sur vidéo dans le management, ça suffit pas. Après, il faut faire beaucoup sur vidéo aussi. Parce que si on va faire des one-on-one avec chaque membre de notre équipe, chaque membre de notre équipe avant les réunions, préparation, etc., il faut faire ça. C'est beaucoup de temps sur vidéo. Ok, super intéressant. Donc, se déplacer pour aller voir les gens et quand même le physique, c'est le rôle du manager de se déplacer, quoi, d'aller voir les équipes sur le terrain, quoi. Ouais. Ok. Alors, moi, là, c'est moi qui me pose la question, donc je te la pose. C'est quoi le truc le plus cool en termes d'efficacité que tu as fait chez Google? Justement, Google, on n'arrête pas de parler de Google, la plus grande entreprise du monde avec Apple. Toi, tu es passé par chez eux, tu es passé aux États-Unis en plus. C'est quoi ce que tu as appris, quoi, chez eux, vraiment le truc que tu pourrais nous partager, justement, alors en termes d'efficacité, qui vraiment, voilà, est vraiment chouette et peut-être innovant? Il y a beaucoup d'équipes chez Google. Il y a des équipes qui sont meilleures et des équipes qui sont moins bien. C'est vrai, il y a des gens mauvais chez Google, tu nous rassures. Il y a un sacré diversité. Et il y a quelques équipes qui sont la meilleure équipe. Et tout le monde dit que, ah oui, l'équipe, c'est différent ce jour-ci, je suis sûr, mais dans 2009-2010, l'équipe Chrome, meilleure équipe chez Google. Tout le monde est d'accord. Il y avait une autre équipe qui s'appelait The Creative Labs. Donc, c'était une équipe créative tournant qui faisait beaucoup de projets. C'était la meilleure équipe créative. Et ces équipes-là, bon, ils avaient de bons managers, c'est clair. Le manager de l'équipe Chrome à l'époque et maintenant le CEO de Google. Ces managers, ils étaient rigoureux avec le processus agile, chaque fois. On fait des sprints, on priorise. Et la raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est aussi parce que c'est ce que j'ai vu chez Google, les équipes qui étaient les meilleures. À la fin de nos sprints, de nos trimestres, on a bien exécuté et donc on est
on est content. Et l'esprit d'équipe était énorme. Les gens étaient conscients que moi, je suis sur la meilleure équipe, il faut être à la hauteur. Et c'était pas les équipes non plus qui travaillaient plus dehors. C'était pas les équipes avec un équilibre perso qui était pire que les autres. C'était juste quand on est au boulot, on est dans la zone, dans la haute performance, et tout le monde travaille ensemble, une chose à la fois. Et en fait, les prochaines choses, ouais. Donc donc ça revient, donc c'est cool. Donc tout ce que tu nous as dit là pendant toute cette masterclass, il y avait un peu de Google là-dedans finalement là. Il y a un peu de Google dedans, oui. Dernière question, plus terre à terre mais non des moindres, je trouve, pour l'avoir vécu personnellement, l'efficacité et les open space. Alors, est-ce que tu as un avis sur ça? Parce que maintenant, alors il y a eu la mode des open space, maintenant tout le monde se recloisonne. T'en penses quoi de ça? Tu penses que c'est efficace ces open space ou tu as des conseils à nous donner pour les managers qui établissent les règles de vie, de vivre ensemble de leurs équipes? Ouais, je suis pas pro ou contre open space. Je peux te dire que dans les open space, quand ça marche bien, c'est quand les gens respectent les règles. Par exemple, la règle que si j'ai des écouteurs, c'est interdit de me déranger. Ça, c'est la règle dehors dans un open space. Si on respecte les règles, ça peut fonctionner, bien sûr. Après, c'est difficile quand on a un boulot où il faut passer beaucoup de coups de téléphone. Ça marche pas vraiment dans l'open space. C'est difficile quand il faut faire beaucoup de vidéos. Ok, cool. Philosophiquement, je suis pas pro contre. Non, je suis navré, quoi. Je te donne les questions comme elles viennent. Voilà. On va conclure cette masterclass. Rob, il y a une dernière question que je vais te poser, et en attendant, il y a Perle qui va, comme d'habitude, vous soumettre notre petit sondage pour savoir ce que vous avez pensé de cette masterclass. Et Rob, ça va te laisser quelques secondes pour réfléchir. Donc, j'invite tous les participants à nous donner leur avis sur cette masterclass. Et Rob, comme d'habitude, on demande ça à tous nos mentors. Si tu devais donner un seul conseil aux managers Up Together pour bien manager, être bien dans leur pompe, ce serait quoi? Donc, je te laisse réfléchir quelques secondes, le temps que tout le monde réponde au sondage. Allez-y, donc je vous en prie. Super. Je te donne la réponse? Non, pas encore. C'est le teasing. On attend que tout le monde réponde au sondage. Et après, ce que je vais vous demander à tous exceptionnellement, c'est est-ce que vous pourriez mettre dans le chat, donc ce fameux chat, il y a cette petite bulle conversée là, je voudrais que vous ouvriez tous, comme ça vous l'aurez. Alors, vous pouvez soit nous faire un message à tout le monde ou me le faire en privé en déroulant le envoyer à. Et je voudrais que vous me disiez tous s'il y avait une chose que vous souhaiteriez faire évoluer dans la prochaine masterclass pour qu'elle soit mieux, ce serait quoi? Voilà, une seule chose, vous le mettez très simplement, ça peut être sur le fond, sur la forme, sur le sujet, sentez-vous libre, mais ce serait super, voilà, si vous pouvez juste nous dire ça. Donc là, pareil, je vous laisse 20 secondes pour réfléchir pour qu'on finisse bien à 14 heures. Et pendant que vous tapez et que vous nous envoyez ça en privé ou en public, Rob, je te propose un peu de conclure et de nous dire c'est quoi le conseil que tu donnerais aux managers Up Together pour bien manager. Oui, j'ai déjà dit plusieurs fois ce midi, la priorisation, c'est la clé. Et les réunions de priorisation, c'est dans la vie d'une équipe, c'est le moment clé. Et donc, peut-être, je vais le dire encore une fois, mais dans le sens inverse, que les choses à éviter, c'est de faire plusieurs choses à la fois, en tant qu'équipe et en tant que manager individuel. C'est ça qu'il faut éviter, parce que ça casse l'efficacité. Prioriser. Je crois que c'est le maître mot de cette masterclass. C'est ça. Cool. Merci beaucoup, Rob. C'était super riche. Merci à vous pour votre temps. Oui. De faire cette masterclass en français. C'est vraiment sympa de ta part. Je suis encore désolé pour les niveaux, mais... Non, t'inquiète. Écoute, si on avait tous ce niveau-là en anglais, on serait heureux.